Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h dans une correspondance à sa hiérarchie. Entendons le préfet du département d'Undé, le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou dans ce qu'il appelle lui-même dénonciation de l'extinction par le préfet d'Undé de l'autorité de l'État dans l'arrondissement de Bazou. L'autorité, en dénonçant le complotisme permanent contre sa personne, a révélé les liens qui existent entre l'administration, l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun et un certain parti politique. Tenez par exemple, et parlant de lui, il dit, je cite, « J'ai mis sur pied une stratégie afin de désarçonner l'opposition et faire de Bazou le sanctuaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à travers une délivrance sélective des certificats de domicile. » Fin de citation. S'adressant également, encore une fois, au préfet d'Undé, le sous-préfet de Bazou déclare, je le cite une fois de plus, « Vous avez convoqué le chef d'antenne et les cams de Bazou pour la menacer et la cribler d'injures. Vous lui avez intimé l'ordre de changer la date de la fin des travaux inscrite dans le procès verbal, afin que la session de plein droit se tienne le 18 février 2020, en violation flagrante du code électoral et de l'indépendance de cette institution. Le sous-préfet reconnaît également avoir été instruit par le préfet le 11 février 2020 à 20h38 de faire venir en urgence à la préfecture les représentants de l'administration et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au sein de la commission communale de supervision afin de changer la date de la fin des travaux. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Administration et les CAM et partis politiques entre collusion et transparence. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir des experts. Voilà, ils sont là et des membres des partis politiques. On va commencer par, on ne va pas l'appeler nouveau, bien, il est à Douala. Bienvenue, on va lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue à Douala, Aristide Mono. Bonsoir Serge Alain-Otto, bonsoir à tout le panel ainsi qu'aux millions de téléspectateurs d'Equinox ce soir. C'est un honneur pour moi d'être là présent à Douala, site de déroulement de tous les événements d'Equinox ce soir, parce qu'à Yaoundé c'est tout simplement de façon ad hoc. Donc aujourd'hui je suis très fier d'être là à Douala pour essayer d'apporter comme d'habitude ma modeste contribution à l'édification des masses qu'on appelle généralement la socialisation politique des masses. Voilà, Aristide Mono, docteur en sciences politiques, c'est bien cela. Effectivement. Voilà. Guy Hervé Fonga, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain, bonsoir nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir et heureux d'être présent dans ce programme d'utilité publique et heureux davantage de contribuer à l'augmentation de la masse critique des Camerounais qui chaque jour est de plus en plus nombreux grâce au travail formidable que réalise ce programme d'utilité publique. Merci. Maître Fidèle Djoumessi, bonsoir. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox. C'est un plaisir renouvelé pour moi de revenir sur ce plateau pour contribuer à la formation politique de nos concitoyens. Et nous pensons que par cette formation politique, nos concitoyens pourront participer davantage à la politique de notre pays. Ok. Maître Fidèle Djoumessi du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. En face de vous, Signor Barista Achou Djoulous. Achou Djoulous. Achou Djoulous. You're welcome. Thank you very much, Serge. It's a pleasure being here once more. Hello, Cameroon. I hope you guys are watching us from Equinox Television this evening. And we intend to talk about issues that affect you and me every blessed day. And we hope you will learn from us and try to teach us if we make mistakes. Ok. Guy Hervé Fonga, vous êtes journaliste. J'aimerais que vous soyez la personne à planter ce décor. Vous avez lu cette correspondance du sous-préfet de l'arrondissement de Bazou à son supérieur hiérarchique, le préfet d'Undé.
Quel commentaire? La première chose qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas surpris, parce que n'importe quel Camerounais lucide, il y a une suspicion durant des années qui... mais là, quand ça vient de l'autorité... Oui, de l'autorité. Ça, c'est des choses qu'on a souvent dit comme ça. Oui, qu'on a souvent murmuré dans les couloirs, sous la table. Aujourd'hui, c'est tout un sous-préfet qui monte au créneau pour aller jusque dans les détails de ce qu'il a eu à mener comme activité pour contrecarrer les adversaires politiques qui fait gagner le RDPC. Il simplement dit au grand jour ce que la plupart des leaders d'opposition politique ont dit depuis plusieurs années, comme quoi la plupart des administrateurs civils, sous-préfets et préfets, n'étaient pas neutres dans le travail qu'ils sont censés exercer, qu'ils avaient un parti pris. Donc cette révélation, cette sortie pourrait traduire deux choses. La première, c'est une sorte d'exaspération de la part des administrateurs civils qui, aujourd'hui, estiment qu'ils ont été... Parce qu'il est dit carrément dans sa correspondance, la série de menaces et d'intimidations qu'il a eu à recevoir de sa hiérarchie, c'est une sorte de lavage des mains qu'il fait. De conspiratisme. Il rappelle quand même que, bien que subissant aujourd'hui cette remontrance brutale et sauvage de sa hiérarchie, il rappelle quand même que même si aujourd'hui il est appelé à la guillotine, il a quand même eu à prendre des risques et prendre un certain nombre de choses pour le parti, et à la fois pour fragiliser toute l'opposition qui avait dans la région et pour faire passer le RDPC. Sauf que maintenant, ça vient davantage entacher d'irrégularité et d'illégitimité, parce que jusqu'ici, on avait coutume de dire que la victoire du RDPC, c'est une victoire illégitime. Aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, on a un autre élément qui se rajoute à l'argumentaire. En plus d'être une victoire illégitime, c'est de plus en plus officiel qu'elle est aussi illégale au regard des pratiques orchestrées par les différents administrateurs civils. Donc c'est regrettable, c'est dommage. Ça va donner peut-être l'occasion au RDPC de refaire sa propre mue, sauf que là, il donne le fouet à tous les autres acteurs politiques pour battre davantage Est-ce que c'est le RDPC qui parle ici? C'est l'administration qui parle. L'administration est l'administrateur principal qui dit clairement qu'il a milité, œuvré pour la victoire du RDPC. C'est-à-dire que c'est clairement dit dans la correspondance sans état d'âme. Et donc, on voit bien que tout le travail qu'il a fait... Est-ce que le RDPC a demandé qu'il le fasse? Parce qu'il y a souvent Est-ce que les préfets sont souvent obligés de prêter main forte? Non, les préfets font je reste avec vous. Oui et non. Oui, parce que très souvent, les nominations sont tributaires des scores que les uns et les autres réalisent dans leur circonscription d'origine. Donc très souvent, chacun, pour être maintenu, se débrouille, alors se bat pour que le parti État ne perde pas la face, au moins dans sa circonscription, dans l'espoir d'être maintenu où il est. L'exemple, c'est-à-dire qu'à l'épreuve des faits, on voit bien que la plupart des sous-préfets ou des préfets dans lesquels le parti au pouvoir a été lamentablement battu, très souvent ils ne mettent pas l'enfant où ils sont parce qu'on estime qu'ils ne travaillent pas de manière efficiente pour l'administration, c'est-à-dire le parti État. Et donc chacun de ceux-là, c'est bien sûr qu'il y a des zélés parmi ces administrateurs, mais chacun d'eux estime qu'il doit tout faire pour que le RDPC gagne au moins dans sa circonscription, dans l'espoir d'être maintenu à son poste. Aujourd'hui, ou alors d'être promu pour certains. Donc aujourd'hui, on fait le constat malheureusement que c'est désormais dans la place publique, comme il est de coutume, les documents ultra confidentiels se retrouvent dans l'espace public. Ça veut dire que comme disait quelqu'un, la société dans laquelle on vit évolue en se complexifiant et les besoins suivent à peu près les mêmes tendances. Ce qui était ultra confidentiel hier est aujourd'hui dans la place publique et ça remet en cause les pratiques et le modus operandi de notre système gouvernemental. Et on voit bien que le RDPC a très très mal et on est très inquiet de ce qui adviendra de ce sous-préfet-là, mais vous avez peur pour le sous-préfet? Donc de lui aussi, de lui. Oui, je demande, vous avez peur pour... Oui, parce que c'est clair que son avenir désormais sera incertain, parce qu'il a mis... Jusqu'ici, ceux qui en parlaient n'avaient pas d'éléments matériels. Aujourd'hui, c'est un sous-préfet qui en parle, et bien il donne les éléments matériels pour que le parti au pouvoir soit davantage
fragilisé et bousculé par... Justement, avant de donner la parole aux représentants des partis politiques, sur ce plateau, Aristide Monod, voilà une correspondance, un sous-préfet qui fait un certain nombre de révélations pour ce qui s'est passé dans son arrondissement et plus de manière globale dans le département du Nil. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, permettez-moi déjà de revenir sur la forme, oui. C'est-à-dire le fait qu'on se retrouve avec un administrateur de haut rang dans une... Administrateur civil principal de haut rang dans une situation de vulgarisation de la chose administrative. Parce qu'on se dit qu'il y a... Est-ce que c'est lui qui l'a mis dehors, Aristide Monod? Bon, je ne sais pas qui est l'auteur, mais je me dis tout simplement que la situation révèle tout simplement une certaine vulgarisation de la chose administrative et on sait bel et bien ce que vaut la discrétion et également des mécanismes internes pour pouvoir gérer ce genre de problème. On se demande si à un moment donné, les uns et les autres ne se laissent pas emporter par des émotions. On pourra peut-être interroger la mauvaise foi de ceux qui auront peut-être publié cette correspondance au niveau des réseaux sociaux, mais la question restera toujours comment est-ce que cela on peut s'accaparer d'un document qui devrait normalement rester confidentiel et se gérer dans la discrétion. Ça, c'est au niveau de la forme. Maintenant, dans le fond, le problème qui est abordé, je pense que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans le contexte camerounais, il est difficile d'établir une certaine distanciation ou alors un certain fossé réel entre l'administration et le parti. Certains parlent de parti-État, c'est-à-dire le parti qui se confond avec l'État. Il y a d'autres qui parlent du parti d'État, donc c'est-à-dire le parti qui revient à l'État, quelle qu'en soit la terminologie qui pourrait être mobilisée. Il est clair qu'aujourd'hui, il est difficile quand même, que malgré tout ce qui a été fait pour essayer d'objectiver la chose partisane dans notre pays, essayer de faire des partis politiques des entités qui n'avaient rien à voir avec l'État, que l'État devait jouer normalement le rôle d'arbitrage, quel qu'en soit donc ce qu'on pourra dire à propos. Il est clair que nous sommes tout simplement dans une récidive. Et là, c'est une certification de plus que nous sommes dans un concubinage à ciel ouvert entre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et l'administration. Maintenant, qu'est-ce qui peut entraîner ce type de connivence ou de collusion? Je pense qu'il faut interroger d'abord le processus qui mène à la mobilité socio-professionnelle de ceux qui sont des acteurs de cette correspondance, à savoir le préfet et le sous-préfet. Comment est-ce qu'on les forme au Cameroun? Si à l'ENAM, l'une des conditions est peut-être d'être proche du pouvoir, c'est-à-dire le ministre a toute une liste, l'élite du coin a toute une liste et conditionne la session ou alors sa main forte, sa main forte par le militantisme préalable, c'est-à-dire lorsque les jeunes s'approchent de l'élite du coin pour solliciter sa mansuétude, son coup de main pour accéder à l'ENAM, le ministre demande par exemple qu'il faut que les uns et les autres prouvent leurs états de service en termes de militantisme dans le RDPC. Ça fait donc en sorte qu'à un moment donné, on reste en fait très redevable vis-à-vis du parti, de sorte que lorsqu'on arrive à être élevé au rang de sous-préfet ou de sous-préfet, on est toujours tenu par cette redevance-là, tout simplement parce qu'on se dit qu'on est arrivé, parce qu'on était membre, on a présenté en fait nos états de service en tant que militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il y a également l'aspect carriériste, comme le disait tout à l'heure M. Fongaron. Oui, il parlait du carriérisme, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression que la mobilité socio-professionnelle tient au degré de militantisme. Ça fait en sorte que chacun se comporte comme un petit seigneur et dans sa seigneurie, il faut qu'il montre en fait au prince central qu'il se grouille pour essayer de revitaliser et de maintenir la flamme un peu partout. Donc ça fait en sorte que dans chaque secteur, on a l'impression que dans chaque arrondissement, dans chaque département ou alors unité administrative, il y a des autorités administratives qui se battent également au même titre que les démembrements locaux du RDPC pour revitaliser le parti. Et il faut également
voit la pression, parce qu'il y a une énorme pression sur les autorités administratives. Est-ce que le sous-préfet aujourd'hui est totalement dépendant dans notre pays, lorsqu'on sait qu'il y a les big men du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui se sont arrogés en fait des unités administratives et en ont fait des précarés. Donc ça fait en sorte que lorsque le sous-préfet veut prendre par exemple une décision, il faut qu'il se réfère à l'élite du coin. Ouais. Dans le cas concret, il peut être victime d'une mutation disciplinaire. Donc il faut voir tout cet agrégat de conditions qui fait en sorte qu'on se retrouve avec un magma comme celui qui est en train de brûler actuellement. On attend peut-être qu'il y ait des clarifications à propos. On a cité Elecam. Elecam, on sait comment les choses se passent dans la désignation, dans la mobilité également socio-professionnelle de ce côté-là. C'est généralement des personnes qui sont proches des élites, qui sont désignées, qui sont cooptées dans ces administrations annexes. Et il y a, en fin de compte, l'accaparement même. L'accaparement des poches de pouvoir par le parti au pouvoir qui veut pratiquement tout contrôler, que ce soit les institutions en charge d'arbitrer le jeu entre partis, que ce soit des ressources économiques. Il y a quand même une certaine volonté de vouloir inféoder pratiquement tout ce qui peut apporter le pouvoir ou alors sédimenter sa longévité au pouvoir. Donc je pense que ce n'est pas un secret. On sait bel et bien qu'il y a toujours eu ces collusions, il y a toujours eu ces concubinages. Ok. Voilà, Signor Barrister Atchou Julius, vous avez suivi déjà ce double scrutin de février dernier. On a beaucoup parlé de la légitimité de ces personnes-là qui ont été élues. Voilà, maintenant qu'un sous-préfet, dans une correspondance, vient nous dire comment ça s'est passé dans son unité. Pour vous, qui avez la majorité de ce côté-là, est-ce que ça n'entache pas un peu votre victoire? Premièrement, Serge, je suis vraiment surpris, n'est-ce pas, de la réaction de mes copanélistes en la matière, parce qu'ils sont devenus les juges puis décider si vraiment ces documents qu'ils ont vus, ils ont lu, n'est-ce pas, est fondé et a été fait même par la personne en question. J'ai un journaliste à côté de moi, M. Fongan. Je vois un numéro de téléphone. Je me demande s'il a eu le courage même d'appeler la personne ou d'appeler un de ces numéros pour vérifier si vraiment ces documents ont été faits par un sous-préfet. Moi, j'ai mis des réserves en ce qui concerne les documents qui sont sur WhatsApp. Je suis choqué que, en bas, n'est-ce pas, de cette lettre, je vois le cachet d'un sous-préfet. Mais en haut, ce n'est même pas une tête. Cette lettre a été faite sur l'entête d'un sous-préfet. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que peut-être c'est une fabrication qui a été faite, ou bien on a changé les premières pages, là où il y a l'entête de la sous-préfecture. Bon, moi, j'ai mis des réserves en ce qui concerne le fondement, ou bien la réalité, ou bien la réalité des faits, parce que ça sort du WhatsApp, c'est n'importe qui peut le faire. Personne n'a encore interrogé le sous-préfet pour lui dire ce qu'il pense. Quand cela ne tienne, le RDPC est comme un éléphant qui passe à côté de chez vous. Il n'a pas besoin d'annoncer qu'un éléphant n'est pas. C'est moi avec le bruit que vous allez entendre. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de gigantesque qui est passé, qui est en train de passer à côté de chez vous. C'est quand on parle de cette collusion, trabouillage des élections par les sous-préfets. Premièrement, les sous-préfets ne sont pas, la plupart parmi eux ne sont pas les membres de la RDPC. Vous voulez me dire que là où UDC a gagné, on a fait les magouilles avec les sous-préfets. Là où l'UNDP a gagné, c'est des magouilles. Là où les autres partis gagnent, on a fait des petites tricheries. Là où même MRC a eu gagné lors des élections présidentielles, c'est les sous-préfets qui nous ont aidés. Vraiment. C'est comme, moi je pense que s'il est même vrai que ce sous-préfet a eu à écrire ces documents, c'est comme quelqu'un qui dit, vraiment, un individu qui déclare à mon dos, dans tout le monde, que j'ai commis une infraction. Et lorsque quelqu'un déclare que j'ai commis une infraction, on doit le sanctionner. Si le sous-préfet, parce qu'il n'a pas menti, il faut voir les résultats des bases, là où il sort. Moi, je ne pense même pas que le RDP était même gagnant, ou bien était avec la majorité. Mais, s'il dit qu'il a fait, il a triché pour gagner le RDPC, sans notre demande, parce que le RDPC, lorsque je veux gagner quelque part, je veux demander, non? Le RDPC n'a rien demandé. Le RDPC ne demande souvent rien au sous-préfet? Rien, parce que
nous sommes convaincus que nous avons la majorité sur le terrain. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'un sous-préfet, même des bazous d'un petit village de nulle part. Est-ce que c'est ça qui va changer quoi? Le RDPC n'a pas besoin de ça. C'est qui a écrit là? Si c'est un sous-préfet qui a écrit, on doit d'abord le faire arrêter et le faire saluer devant la justice. Parce que normalement, c'est pas normal que quelqu'un avoue devant tout le monde qu'il a commis un crime et on le laisse. Mais, comme je dis, j'ai même mes réserves. Je ne peux pas juger un document qui sort de WhatsApp parce que la certitude est vraiment douteuse. On ne peut pas croire à ça, à mon avis. Il faut qu'on fasse attention lorsqu'on lit ces documents et prend des positions. Ok. Voilà. Même fidèle du Messie, nous on reste sur le document. Et le sous-préfet dit: j'ai mis sur pied une stratégie afin de désarçonner l'opposition et faire de Bazou le sentier du RDPC à travers une délivrance sélective des certificats de domicile. Oui, C'est voilà. le problème que vous avez rencontré. Oui, voilà Saint-Germain, une preuve supplémentaire de ce que nous avons toujours dénoncé en indiquant que l'administration territoriale, comme l'administration de l'ECAM et l'administration de la justice, apportent tout leur soutien au RDPC pour lui permettre de conserver le pouvoir ad vitam aeternam. Et lors des dernières élections, lorsque nous avons voulu y prendre part et que nos camarades sont allés dans les administrations pour obtenir des documents essentiels, que ce soit dans l'administration fiscale ou dans les mairies, parce qu'il n'y a pas que les sous-préfectures comme administration, il y a l'administration fiscale qui devait donner le document de l'attestation de non-redevance. Oui. C'est-à-dire qu'il devait certifier que vous avez un certificat d'imposition ou un certificat de non-imposition. Moi, on parle d'administration. Et je dis qu'il ne faut pas limiter l'administration seulement à l'administration territoriale. Parce qu'il y a plusieurs administrations qui sont impliquées dans le processus électoral. Et que toutes ces administrations-là, comme m'a dit Dr Mono, nous sommes en face d'un parti État. Et l'administration, dans sa globalité, apporte son soutien au RDPC. Et surtout, dans les régions ou dans les circonscriptions électorales où le RDPC voit qu'il est en difficulté. Et lors des dernières élections, lorsque certains membres de l'opposition ont voulu faire candidater, on a vu les maires qui ont fermé leur bureau, on a vu des sous-préfets qui ont fermé leur bureau. Vous avez vu le professeur Alain Foguet aller au sud interpeller le sous-préfêt. Ils ont même bloqué. Alors, ils ont même bloqué. Oui, la sous-préfecture de Yaoundé 3e. Oui, même au sud également, à Yaoundé 3e, et même ici dans le Mungo, où nos camarades sont allés. Oui, et que le maire a fermé les portes et a été porté disparu, et qu'il n'y avait pas d'autorité pour délivrer les documents exigés pour constituer la liste électorale. Donc, c'est une pratique qui est courante, et depuis l'avènement depuis le retour, s'il faut le dire, depuis le retour du multipartisme dans notre pays, parce qu'il faut rappeler qu'avant 1966, avant que le premier président du Cameroun ne décide de créer le parti unique, il y avait le multipartisme. Et nous sommes revenus au multipartisme en 1990. Donc, depuis lors, l'administration apporte son soutien au RDPC. Et c'est pour ça que nous avons dénoncé devant le Conseil constitutionnel l'affaire des 32 PV. Les 32 PV non signés, qui étaient fabriqués par l'administration et l'ECAM et la commission et les commissions départementales de supervision d'élection, qui constituent toujours l'administration. Même si dans ces commissions-là, il y a des membres de l'opposition, il y a les représentants des candidats, mais c'est des commissions qui sont présidées et dominées par les membres de l'administration du parti État. C'est comme ça qu'il faut le dire. C'est le parti État, et que ces autorités administratives sont là pour faire en sorte que le RDPC ne perde jamais.
Non. Et lorsque ça arrive lorsque ça arrive comme ça, vous ne pouvez pas dire aux Camerounais qu'on a un système électoral crédible. Et c'est pour ça que nous notons dans notre pays un taux de participation politique faible. Un taux de participation électorale faible, de sorte que les Camerounais trouvent qu'il n'y a pas d'intérêt à aller voter. Parce que lorsque vous trouvez que vous votez et que votre vote ne peut pas compter, alors vous trouvez que c'est inutile et vous refusez même d'aller vous inscrire sur les listes électorales. C'est pour ça que nous observons aujourd'hui qu'il y a très peu d'engouement d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Non, les gens ne participent pas. Les gens ne font... Non. L'inscription... nous ne sommes plus dans le cas de Select. Non, nous sommes en train de parler du système électoral. Nous sommes en train de parler... C'est le système électoral qui est en jeu. C'est ça le sujet. Oui, c'est le système électoral. Mais Barista Chou, senior, on dit administration, ELECAM, parti politique, nous sommes dans le sujet. Non, pas encore. Nous sommes dans le sujet entre collusion et transparence. Voilà. Et la problématique, c'est de savoir est-ce que le système électoral est crédible. Le système électoral tel qu'il se déroule actuellement ou tel que nous avons observé dans les élections passées, est-ce qu'il est crédible? Nous disons non, il n'est pas crédible. On peut mettre à reprobatiser. Oui, il n'est pas crédible. Voilà, Aristide Monon. Oui, non, vous avez dû remarquer, comme moi, enfin, je ne veux pas dire condescendance, mais la manière avec laquelle Maître Achou a parlé de Bazoum, petit village, etc. Les RDC n'en a forcément pas besoin. Bon, ils nous regardent, j'espère qu'ils ne seront pas très contents. La manière avec laquelle ils sont traités comme petit village, on n'a pas besoin de ça et tout ça. Non, je pense que nous autres, qui avons été socialisés dans un moule catholique, il y a chez nous ce qu'on appelle le remords. Et donc, un moment donné, on peut commettre un crime et on revient se dénoncer tout seul. Parce qu'on a des remords, on pense qu'on a mal fait. Donc, moi, je ne suis pas étonné de cette attitude du sous-préfet qui estime que un moment donné, peut-être que ça l'a longtemps torturé, traumatisé. Bon, pour se libérer, il faut qu'il en parle. Donc, moi, je ne suis pas étonné, ça peut arriver quand on est un chrétien catholique comme moi. Et donc, il va plus loin en disant que il est prêt à subir les conséquences de sa sortie. Ça veut dire qu'il prend toute la mesure et il pèse toutes les conséquences de cette sortie-là. Donc, il est prêt. Il y a encore des gens de conviction qui peuvent assumer l'acte et avancer. Et puis, il ne faut pas réduire cette sortie c'est ce qu'elle domicile la tête chercheuse. Parce qu'il va plus loin dans la correspondance, en indiquant par exemple que jusqu'à la manipulation des PV à ELECAM. Exact. Donc il a eu à agir là-bas. Et donc, donc ce n'est pas qu'une affaire du CSK domicile. Non, pas lui. Agir. Le préfet. Le préfet, oui. Voilà. Le préfet a eu juste à agir. Lui, c'est juste... Il était là. Il a eu à agir. Non, puisque, enfin, lui, il travaille ensemble. Il dit, lui, c'est juste... Quand il parle il dit qu'il a mis sur pied une stratégie pour désarçonner l'opposition et de faire de Bazoum un centre de RDPC. À quoi c'est bien domicile? Le bastion du RDPC. Oui, il avoue qu'il n'a pas donné. Il donnait des certificats de domicile à cette chercheuse. Nous savons tous que pendant l'élection présidentielle et les récentes élections, on a vu comment les candidats se battaient pour obtenir ce fameux certificat. Il y en a qui ont déserté leur bureau durant cette période parce qu'ils ne voulaient pas permettre aux gens de compétir en toute sérénité, parce qu'ils sentaient la menace. Si on est sûr qu'on est fort, qu'on est puissant, pourquoi est-ce qu'on a peur des autres qu'on appelle petits partis politiques qui ne valent rien? On les empêche de compétir en désertant son bureau. Et puis, il faut également noter que cette sortie, vous savez, il y a un des petits référés du RDPC qui m'a présenté le Sud comme étant le socle granitique du RDPC. Et ce type de sortie nous amène à questionner réellement, j'allais dire l'honnêteté ou la capacité du RDPC à asseoir son hégémonie ou alors toute puissance dans une région sans qu'il y ait des tripatouillages comme ceci. Donc là, on voit bien, on est obligé de remettre en question ce type de rhétorique qui a longtemps alimenté
les discours politiques de RDPC qui avaient l'impression qu'il y a des zones qui leur sont acquises où en réalité il ne faut pas faire beaucoup d'efforts. On voit bien qu'aujourd'hui, avec ce type de sortie, en ayant une sorte de raisonnement, j'allais dire inductif, on voit bien que ça peut se répercuter ailleurs et nous amener aujourd'hui à questionner la légitimité et la légalité de toute puissance RDPC qui nous a souvent été brandie et je crois que ça pose un vrai problème qu'il faut avoir le courage d'affronter et de regarder de manière courageuse sans toutefois minimiser ce type de sortie en estimant que c'est un petit village, ça ne représente rien pour le RDPC, on aurait pu s'en passer, mais ça questionne sur la capacité du RDPC à gagner une élection sans frauder. Il faut dire les choses trivialement comme elles sont. Ok. Oui, rapidement. Si vous moi voulez. je pense que nous sommes en train de nous exposer, n'est-ce pas, à des poursuites par la personne qu'on dit sous-préfet. Nous sommes en train de vouloir le juger en pensant que ce qui est écrit là est vrai. On doit faire attention. Lorsque vous faites des affirmations sans vérifier, vraiment, il faut rester dans l'attente. Nous avons lu ce qui est dans la lettre. Quand vous êtes en train de vouloir publier, on n'est pas sorti de la lettre. C'est pas un document qui est diffamatoire, qui est faux. Faites attention. C'est pas nous qui l'avons Vous allez subir. Dans tous les cas, vous avez votre avocat, il va vous défendre. Donc, quand ça il faut noter que nous sommes dans un débat politique. Nous sommes dans la démocratie. Et on est dans la lettre. Et on est dans la lettre. Tous les électeurs, nous sommes dans un débat politique. De dire que mon parti, cette ville de Douala appartient à mon parti. C'est la démocratie. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, c'est à vérifier sur, n'est-ce pas, dans les urnes. Moi, vraiment, il faut qu'on cesse, n'est-ce pas, de vouloir vilipender le RDPC tout le temps pour rien. Un administrateur a posé un acte. Est-ce qu'il est quoi dans le RDPC? Regarde, il est quoi? Il a quel poste? Il a quel rang? Il représente quoi? Vous dites que c'est l'administrateur. J'ai dit, ok, le sous-préfet de Fumban, lorsque le UDC gagne, est-ce que vous avez entendu un jour le RDPC ose dire que le sous-préfet de Fumban a fait des ticages avec UDC pour gagner? Même à Garoua, même à Marois, là où UDP gagne souvent, même là où le ministre gagne souvent. Mais vraiment, ce que vous dites là, vous êtes en train de vouloir s'aimer la haine dans notre société. Il faut toujours savoir dire la vérité. Il faut savoir faire la part des choses. Si un administrateur fait ces choses, il ne faut pas mélanger avec un parti politique qui n'a rien à y voir parce que aucun militant n'est jamais parti chez un sous-préfet pour dire quoi que ce soit. Et il faut noter également, d'après ces documents, il a dit que la stratégie qu'il a mis sur place, n'est-ce pas, c'est pour éviter de délivrer les syndicats de domicile. Non, mais c'est pour neutraliser les adversaires du RDPC. Non, Jean-Pierre n'a pas lu la lettre. Désarçonner l'opposition. Jean-Pierre n'a pas lu la lettre, apparemment. Parce qu'il est clair dans le... Non, il n'a pas lu. Donc maintenant, il faut savoir faire la distinction entre ceux qui doivent aller voter et ceux qui sont candidats. Lorsque vous êtes candidat, c'est à vous de mettre à jour votre dossier. Mais les gens qui votent, les gens qui vont aller, n'est-ce pas, dans le jour du scrutin, n'est-ce pas, déposent leur bulletin de vote. Oui. Est-ce qu'ils ont besoin de ce cas de domicile? C'est trop facile d'accuser d'autres personnes. La personne qui doit aller dans l'isoloir là pour voter n'a pas besoin de ce cas de domicile, n'a pas besoin de papiers, n'a pas besoin de documents, n'a pas besoin de carte de membre d'un parti politique. Il décide comme il veut. Et à ces personnes-là que nous, dans le RDPC, nous demandons souvent, n'écoute pas, n'est-ce pas, les gens qui tapent à côté. Reste avec nous parce que nous avons sur le bon chemin et nous allons délivrer, n'est-ce pas? Nous allons vous donner ce que vous voulez, ce que la population veut. C'est à cause de ça que le RDPC gagne tout le temps. Ok. Avec une majorité écrasante. Je voudrais répondre à Barrister. Nous ne sommes pas là pour... Non. Nous sommes au tribunal. Senior. Parlez de votre parti, je vais parler de vous. Vous répondez à quoi? Je voudrais dire que c'est un débat. Non, le thème a été choisi. Vous êtes de l'autre côté. Le thème nous sommes pas au tribunal. Nous sommes pas au tribunal. Vous n'êtes pas l'encommande ici. Il n'est pas votre contradicteur. De quoi? Le thème a été choisi. Ne dites pas que vous voulez répondre. Dites que vous allez proposer vos idées. Ne dites pas que vous répondez en quelle qualité? Mais nous ne sommes pas au tribunal ici, confrère. Oui, vous avez donné une position. Je peux donner votre parti et je peux donner une position contradictoire. Vous êtes dans un parti qui n'existe pas. Vous ne pouvez pas me répondre. Si vous dites que vous voulez parler de vos idées, je suis d'accord. Parlez de vos idées.
Mais vous ne pouvez pas me répondre. Vous avez fini? Bon, je voulais dire que le thème a été proposé. On a parlé de l'administration, on a parlé des partis politiques. On n'a pas commencé ça. Hein. Bon, Il a dit c'est un préalable. Barissa Chou, je vous promets que je vais vous perturber quand vous allez prendre la parole. C'est pas grave. Aristide Mono, la loi 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral au Cameroun, en son article 4, alinéa 1er, parle de l'ECAM comme un organe indépendant qui s'occupe de l'organisation, la gestion des élections. Mais vous avez parlé tantôt de toutes ces personnes-là, les administrateurs. Que peut véritablement l'ECAM, c'est-à-dire le responsable de l'ECAM, dans ces zones où il y a le préfet, peut-être même le sous-préfet, est-ce que l'ECAM peut avoir un son de cloche discordant? Je pense. Est-ce que l'élément, le responsable de l'ECAM a les mains libres? Je me dis qu'il faut poser le problème de façon globale, c'est-à-dire en interrogeant le système électoral, l'objectivation du jeu électoral au Cameroun sur le plan national. Parce que le cas de Bazou aujourd'hui, ma foi, représente tout simplement un exemple parmi tant d'autres de tout ce qu'on peut avoir comme connivence entre les institutions supposées être neutres et le parti au pouvoir. Lorsqu'on essaye de voir ce qui est fait comme paramétrage institutionnel du jeu électoral, vous allez constater qu'à un moment donné, il y a eu l'OMINAT qui a été au centre, et ce l'OMINAT, c'était pratiquement un bras séculier du parti au pouvoir. Après, il y a eu l'ECAM. l'ECAM en soi n'est pas une institution, en tout cas dans les... ONEL d'abord. L'ONEL, voilà. L'ONEL après l'ECAM. ONEL 2. Ces institutions ne sont pas en soi des institutions acquises au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le problème, ce sont les doses de subjectivité que le RDPC met dans ces institutions. Vous avez le casting, par exemple, des membres. Un décret ne peut pas transformer, par exemple, un griot en un sujet objectif. Un décret ne peut pas transformer quelqu'un qui fait dans l'aplaventrisme en sujet objectif. Même si c'est qu'au niveau du comité central, il n'y a aucune note qui demande aux uns aux autres de ne pas se désolidariser de leur cursus de partisans ou de griots. Mais seulement des gens se disent qu'ils ont des redevances à payer. Oui. Ils se disent toujours qu'ils doivent quelque chose au Rassemblement démocratique, même au niveau du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'on libère, on libéralise, mais il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de libéralisation effective à faire parce qu'ils se disent qu'il peut y avoir des sanctions plus tard. Donc le directeur de l'ECAM peut avoir toutes les prérogatives. À sa disposition tous les pouvoirs. Mais le simple fait qu'il pense qu'à un moment donné, qu'il est redevable vis-à-vis de celui qu'il avait nommé, forcément, on se retrouve dans cette situation. Vous avez dans les antennes locales de l'ECAM des individus qui ont fait des années dans le chômage et qui ont vu en la création de cette institution une opportunité de se faire une certaine santé professionnelle, et ils se disent que le RDPC ou alors l'élite du coin leur a sauvé la vie. Donc vous voyez que ce type de redevance fait en sorte que même si le RDPC n'a pas donné un quitus de manière formelle ou même si le RDPC n'a pas donné de directive, des gens se disent qu'ils ont des choses à payer, c'est-à-dire des taxes à payer au Rassemblement démocratique du peuple camerounais en contribuant à leur niveau à la sédimentation, comme je disais tout à l'heure, de sa longévité. On a parlé des élections à la mairie. Vous allez vous rendre compte que ce fait pose le problème de l'inféodation des unités qui, normalement, devraient être décentralisées, donc pour être simple, donc autonomes. À un moment donné, on se rend compte que les préfets et les sous-préfets continuent de jouer un rôle trouble
dans la liberté d'expression des collectivités territoriales décentralisées. Tout à l'heure, Maître Rachou estimait que en fait, cela n'est pas un élément déterminant pour justifier en fait les défaites chaotiques de l'opposition. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a un agrégat de facteurs explicatifs de la dégringolade de l'opposition, mais cela n'érode pas le fait que l'administration, la connivence entre l'administration et le parti au pouvoir reste un élément fondamental dans cette débâcle-là. Vous avez la clôture ou la fermeture du champ d'expression des partis d'opposition, avec par exemple cette déclaration des différentes manifestations qui sont totalement rejetées par l'administration. Et cela n'est pas toujours un ogre du RDPC, ça peut être un ogre par exemple de l'élite zélée du coin. Ouais. Ça peut être également une initiative autonome d'un sous-préfet qui estime qu'il a une certaine redevance à payer et par conséquent il ne doit pas tolérer une certaine manifestation. Vous avez par exemple cette question des dossiers ocre. On a vu, comme le rappelait tout à l'heure, oui, il parlait de ces images du professeur Foguet. Ça, c'est une réalité. On a vu comment, même au sein du RDPC, est-ce que vous savez que dans des querelles internes entre barons, au niveau local, il y a toujours cet acte irrégulier ocre. Donc, c'est-à-dire le concurrent local, ça va voir par exemple l'administration pour essayer de disqualifier son vis-à-vis. Donc, je pense qu'il y a une question de politisation, d'instrumentalisation des institutions qui, ma foi, devraient être neutres et devraient pour se rassurer que le jeu est objectif. Okay. Malheureusement, il n'y a pas une masse critique assez forte du côté de l'opposition pour bousculer ces mœurs qui plombent depuis 1990 tout ce qu'on a posé comme base de démocratisation. Voilà, je reviens à vous, maître fidèle du mission. On espère que Signor Barista va vous... Non, voilà. Et il a dit tout à l'heure, Aristide Monod dit que l'administration apparemment n'est pas neutre. Est-ce que tout ça, et au regard de cette correspondance, tout ça vous reconforte, vous, au MRC, dans votre position du 25 novembre 2019, n'être pas parti à ce double scrutin? Oui, Saint-Jalin, il faut comprendre que nous avons toujours dénoncé le système électoral actuel qui ne garantit pas des élections libres et transparentes. Il faut voir que les manœuvres du RDPC en complicité avec les administrations ne se passent pas seulement au niveau de la constitution des listes. Comme on a indiqué dans cette correspondance que le sous-préfet distribuait des livrets, des certificats de domicile de façon sélective. Il faut comprendre que même après avoir constitué les listes et après avoir concouru au suffrage universel, au niveau des résultats, il y a eu toujours cette collusion-là pour empêcher que les résultats donnés par les urnes, que les vrais résultats soient proclamés. Donc, nous avons connu ça en 2013, lors de notre première participation aux élections, dans la circonscription de Fondi, où le mouvement pour la Renaissance du Cameroun avait gagné à plus de 50%. On avait eu la majorité absolue, et malgré même les tripatouillages dans les bureaux de vote, à la limite, c'est-à-dire dans le pire des cas, nous devions avoir la majorité relative, nous devions avoir au moins 4 députés dans le Fondi, et les PV qui sont sortis des bureaux de vote pour Elecam ont été falsifiés au niveau de Elecam, parce que Elecam est un laboratoire de falsification des procès-verbaux avant qu'il ne prenne la direction de commissions départementales ou de commissions communales de supervision de vote, selon le cas, parce que commission départementale, c'est pour les élections législatives et présidentielles, et commission communale, c'est pour les élections municipales. Donc, vous voyez que les PV qui sortent souvent de la commission locale de vote, c'est-à-dire du bureau de vote, sont signés par tous les partis, et le plus souvent nous signons, et c'est des vrais résultats, et que nous avons les PV. Et dans le code, il est indiqué que s'il y a
s'il y a contradiction entre les PV présentés, c'est le PV de Elekam qui fait foi. Et c'est pour ça que nous appelons à la réforme du système électoral. C'est pour ça que le président élu, le professeur Maurice Kamto, appelle à la réforme du système électoral. Parce que s'il n'y a pas réforme du système électoral, nous menons notre pays vers le chaos. Parce que les contestations post-électorales sont susceptibles de plonger un pays dans le chaos. Vous voyez aujourd'hui, le Mali nous parle. Aujourd'hui, le Mali est dans le désordre, le Mali est dans le trouble à cause des mauvaises élections. Et il n'y a que les lois pour garantir des bonnes élections. Et c'est pour ça que nous avons fait des propositions. En 2014, nous avons fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour demander de modifier les dispositions qui font problème. Par exemple, les dispositions sur les PV qui doivent faire foi. Et également de demander que lorsque les PV sortent des commissions locales, il faut qu'ils aillent directement à la commission communale ou à la commission départementale. Quand il s'agit d'élections municipales, ça doit aller à la commission communale. Élections législatives, commission départementale. C'est là-bas qu'on ne peut pas tripatouiller? Non, à ce niveau, lorsque les PV vont directement aux commissions, ça réduit le risque de tripatouage. Même si même au niveau des commissions, nous sommes sûrs que même à ce niveau, il peut encore avoir des tripatouages. Et c'est surtout toujours l'administration. C'est pour ça qu'à l'entame de ce débat, j'ai indiqué qu'il ne faut pas avoir seulement l'administration territoriale. Oui. Il y a toutes les administrations qui sont impliquées dans le processus électoral, c'est-à-dire l'administration fiscale, l'administration de la justice et tout cela. Merci. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on revoie le système électoral. Et également, il faut que l'organe qui doit organiser, superviser et gérer les élections soit indépendant. Voilà, merci. On revient après le journal parce qu'il est déjà là. Cédric Nouffelé, bonsoir. Au menu ce soir. Bonsoir Saint-Gerland, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons du sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC, qui a franchi un nouveau pas dans la réforme institutionnelle, désormais réunie en commission plus intégrée, dit-elle, après les félicitations et l'approbation du secrétaire général des Nations Unies à travers son représentant qui salue les nouveaux défis d'intégration régionale des résolutions des conflits armés qui interpellent la CEAC. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir l'impact du Covid-19 sur les préparatifs de la fête de la Tabaski. En la veille de cette fête de la communauté musulmane, vous verrez dans le journal comment des vendeurs de moutons ont du mal à faire écouler leurs produits et pour cause, les acheteurs se font rares dans ce contexte de crise économique liée à la crise sanitaire. Dans le journal de 20h, nous évoquerons également cette nouvelle qui nous vient de la Côte d'Ivoire, là où Ahmed Bakayoko est le nouveau Premier ministre ivoirien. Il cumule cette fonction avec celle de ministre de la Défense. Et Alassane Dramane Ouattara ne s'est pas encore prononcé sur une éventuelle candidature à la prochaine élection présidentielle. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Nous sommes toujours en compagnie de nos 4 invités. Aristide Mono, Maître Fidèle Djoubissi, Maître Signon Barista Athiou Djoulous et Guy-Hervé Fonga. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Aristide Mono, Maître Fidèle Djoubissi, Guy-Hervé Fongan et Signon Barista Athiou Djoulous. Signon Barista Athiou Djoulous, le ministre, une semaine après, il dit que, parce que ça fait débat quand même, hein, vous ne pouvez pas avoir votre ticket et on vous demande encore de payer. Le ministre a dit, voilà, désormais, on ne paye plus. Vous êtes satisfait de cette mesure-là? Oui, les agences de voyage? Non, normalement, lorsqu'il y a un événement, n'est-ce pas, qui crée un peu de polémique, c'est tout à fait normal que le ministre, n'est-ce pas, sorte pour essayer, n'est-ce pas, de tamiser la situation et de régler le problème. Je pense que le ministre Bébé, c'est que ça qu'il a voulu faire, avec les déclarations qui sont vraiment tout à fait normales. Vous ne pouvez pas être, n'est-ce pas, dans une agence de voyage sans avoir la possibilité, n'est-ce pas, d'aller dans le petit coin. C'est pas normal. Et
il faut que... Et ces agences-là posent souvent le problème du civisme de certaines personnes dans l'utilisation de... Mais c'est ce qui est supplément. C'est ces toilettes. C'est supplément le fait que les Camerounais voyagent, ils s'en vont ailleurs. Oui. Mais même, regarde même à l'aéroport. Oui. C'est toujours propre. Pourquoi on ne paye pas là-bas, à l'aéroport? Oui, on ne se plaint pas. Oui. On ne va jamais taper sur quelqu'un, n'est-ce pas, pour interdire à quelqu'un d'aller utiliser le petit coin à l'aéroport. C'est parce que c'est bien organisé, c'est bien aménagé, de telle sorte que vous-même, lorsque vous arrivez là-bas, vous sentez... Donc pour vous, c'est un problème d'organisation au niveau des agences? Il y a d'abord ça. Oui. Il doit maintenant moderniser, n'est-ce pas, les structures. Oui. Pour éviter, n'est-ce pas, ces genres d'inconvénients, il doit moderniser les structures. Il faut quand on vient dans un endroit qui est sale, vous allez vous comporter comme un endroit sale. Mais lorsque c'est propre, c'est bien fait, vous-même dans votre tête psychologiquement, vous allez savoir que vous devez vous comporter en gentleman. Vous devez comporter, n'est-ce pas, pour maintenir la propriété, n'est-ce pas, que vous trouvez. Mais en ce qui concerne le ministre, je pense qu'il est dans son rôle. Oui. Et nous le connaissons très bien comme quelqu'un qui est très bien équilibré. Oui. Et vous constatez que depuis cet incident qui a eu lieu, oui. Il a essayé, n'est-ce pas, comme vous dites, aviser, essayer, n'est-ce pas, de régler, d'apaiser la situation de telle sorte qu'il n'y a pas de débordement. Et c'est ça qu'il faut encourager quand même, n'est-ce pas? C'est un ministre RDPC, il faut quand même l'encourager. mais le ministre est passé aux aveux. Il est passé aux aveux de responsabilité en indiquant que ces services régionaux, les services de contrôle, n'ont pas bien fonctionné parce que la loi prévoit effectivement que pour ouvrir une agence de transport, il faut des toilettes. En dehors, au-delà des non, espaces. Les toilettes sont là. Le problème, M. Djoubissi, c'est pour payer, pour pas payer. Non, même quand la loi dit qu'il faut des toilettes, la loi n'a pas dit qu'il faut payer. Voilà. Puisque la toilette fait partie des commodités. Ouais. Parce qu'une entreprise, c'est une institution. Comme Barista a pris le cas Signor Barista a pris le cas des aéroports. Exact. Parce qu'une entreprise, c'est une institution. Et lorsque vous venez dans le cadre d'une institution, que vous soyez voyageur ou que vous soyez accompagnateur ou quelqu'un qui vient attendre un parent qui voyage, vous devez avoir tout ce qu'il faut comme commodité. Une fois, il faut féliciter le ministre. Non, je dis que le ministre est responsable. Parce qu'apparemment, peut-être ses collaborateurs sont des membres de MLC. On ne sait pas. Le ministre reconnaît la responsabilité maintenant. C'est ça le Cameroun, non, c'est ça le patriotisme. Vous savez accepter ce qui est bien, en disant que la personne a bien fait. Oui, c'est bien qu'il ait fait le rappel, mais il faut qu'il reconnaisse aussi qu'il est responsable, parce que s'il y avait eu un contrôle en amont, on n'en serait pas là. Nous avons déjà 2 morts sur le carreau. Si on avait effectué le contrôle, on n'aurait pas eu. Il va faire quoi? C'est sa responsabilité. C'est pour ça qu'il est sorti. Il a dit oui, voilà ce qu'il faut faire maintenant. Ok. Aristide Monon, on a suivi le PDG de Finex, Félix Etoundi, qui dit qu'il va falloir des enquêtes, moralité. Il va revoir le casting des personnes. Il regrette beaucoup ce qui s'est passé dans son agence, Félix Etoundi. On a vu, après que l'agence ait été scellée, il a décidé lui-même, quelques jours, pour rendre hommage à ce soldat, à ce gendarme-là qui est mort. Serge Alain, il est difficile de maîtriser la rationalité d'un acteur économique, parce qu'on sait que derrière ces activités, il y a toujours un sauvetage de certains intérêts ou des bénéfices. Est-ce qu'il fait ces déclarations parce qu'il regrette fondamentalement ce qui s'est passé, ou alors il redoute peut-être des impacts sur son chiffre d'affaires? Il faut également voir cet aspect. Mais je me dis, l'État gendarme est arrivé en retard, tels les policiers des films chinois qui arrivent généralement après coup. Donc l'État arrive après coup et immédiatement n'arrive pas à faire publiquement son mea culpa sur la question. Le problème n'est pas de rentrer dans le régime déclaratoire en disant il faut que désormais que les Camerounais vivent mieux, nous sommes tout à fait conscients que le Cameroun va mal, il faut qu'on le relève. Le problème, c'est la mise en œuvre de ce qu'on dit. Et c'est ça qui pose problème dans notre pays. Aujourd'hui, la loi est là, le ministre est en train de rappeler. Il rappelle, mais le que problème, c'est gratuit. Le véritable Pendant souci, longtemps, on a fonctionné avec le mode. Le véritable souci, c'est la mise en œuvre. Voilà. Parce qu'au niveau de la production des lois,
ou des politiques publiques dans leur dimension d'élaboration. Il y a assez de boulot dessus, mais seulement le problème, c'est au niveau de la mise en œuvre. Quelles sont des garanties qui sont posées par le ministre pour assurer les Camerounais qu'effectivement, au niveau des agences, on va amener des uns et des autres à s'incliner devant ce qui a été dit. Et c'est là où le Camerounais éveillé attend en fait cet acte du ministre pour donc applaudir. Donc concrètement à ce que disait Maître Lachou, il est très tôt de commencer à applaudir. Il faut d'abord voir le résultat pour donc voir si l'initiative a été prise de façon méticuleuse ou de bonne foi, ou alors nous sommes tout simplement dans une situation d'éteindre un feu peut-être qui pouvait embraser d'autres secteurs. Donc je pense que nous devons attendre et nous devons demander au ministre des Transports de faire tout et pour tout pour engager par exemple des petites surveillances de routine pour se rendre effectivement compte que des uns et des autres se sont pliés à sa décision. Il ne suffit pas seulement de déclarer, il faut passer à l'acte, il faut également punir ce qui se serait lancé peut-être dans une certaine défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État. Voilà, Guy Hervé Fongan, le ministre Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé dit ceci: rien n'habilite les gestionnaires des terminaux à mettre en place des toilettes publiques payantes au sein des agences de voyage. Interurbain prérogative qui, du reste, est de la compétence des collectivités territoriales décentralisées. Alors, moi, je me sens l'obligation de doucher un peu l'enthousiasme de Maître Chaud. Je voudrais observer trois choses. Oui. La première, pour dire que le Cameroun, c'est un paradis dans ses textes, mais un enfer dans ses applications. Ce que le ministre a fait l'autre jour, avec sa sortie, il rappelle une disposition de 2004, je crois, qui indique que dans la procédure d'ouverture d'un agent de voyage, voilà les choses qu'il faut avoir, parmi lesquelles les toilettes, comme commodité pour mettre à disposition du personnel. Sauf que ça n'a jamais été appliqué par personne et on n'a jamais rien fait. Et on parle quand même de mort d'homme et vraiment c'est pas drôle. Ceux qui nous regardent en Australie doivent savoir qu'on parle d'un gendarme qui a été tabassé à mort parce qu'il n'a pas payé 100 francs pour aller aux toilettes. Et je ne comprends pas comment on peut apprécier la sortie du ministre qui intervient quand même plusieurs jours, presque une semaine après le drame. Presque une semaine après le drame. Une semaine. Et vous vous rappelez qu'il y a une sorte d'indignation qui s'est emparée de tous les Camerounais au soir de l'incident. Ouais. Et il se trouve même que quelques heures après, l'agence continue à effectuer les navettes sur Douala-Yaoundé. Ce que les gens trouvaient curieux et inacceptable, inadmissible. Parce que la vérité, le minimum qu'on aurait pu faire, c'est de commencer au moins par sceller d'abord. C'est peut-être le samedi matin, j'étais sur un plateau avec Menjoumi, c'est le samedi que finalement on est venu poser les scellés. Ça ne fait pas sérieux, alors qu'on parle de mort d'homme. Dans une administration qui est diligente, organisée et sérieuse, on devrait au moins, pour contenir la colère des gens, le même soir, on aurait pu rectifier le tir et empêcher qu'au moins pendant le temps du deuil, qu'il n'y ait pas de bus qui voyage. Exact. Voilà, donc ça a été laissé, on a laissé faire. C'est plusieurs jours après qu'il y a une sortie de ministre. Pour moi, je ne trouve pas ça drôle, ce n'est pas sérieux. Et on ne peut pas applaudir un tel degré de laxisme. C'est pas correct. Et puis, l'autre chose que je voudrais également observer, d'ailleurs c'est la troisième, pour dire que quand vous prenez le communiqué de presse, de finesse, au niveau de du fond et de la forme, j'estime que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire en communication de crise. Et c'était extrêmement indécent, maladroit, méprisant et gravissime. Parce qu'on ne peut pas tenter de rationaliser ce type d'acte, de vouloir expliquer dans un moment où on attend de l'empathie et de la compassion. Le premier paragraphe du communiqué, on parle de deux individus. C'est-à-dire qu'on les présente comme des passants, deux individus. Et à la fin, quand on regarde même le déroulé de l'ensemble du communiqué, on n'a pas le sentiment qu'il y a une sorte d'empathie. Et c'est ce qui aurait dû être fait. C'est-à-dire qu'on constate l'incident, et ensuite, il y a un parti pris empathique de la part de finesse, et
on s'engage à accompagner les autorités dans... Donc vous voulez dire que Finex n'a toujours pas reconnu que c'est un élément quand de la gendarmerie qui est mort de Non, au finish, bien sûr, mais sauf quand on prend le communiqué de presse dans le fond et dans la forme, ils sont présentés au premier paragraphe comme deux individus. À la limite, on a l'impression que qu'ils étaient de passage, ils ont été brutalisés. Ce n'est pas, en même temps, ce n'est pas très correct pour une entreprise qui se veut citoyenne. Et quand on parle de porter le deuil, je vais dire que porter le deuil, on ne devait même pas attendre que le ministre, 5 jours plus tard, décide de faire sa sortie. Le minimum de faire, c'était au moins quand même de porter sérieusement le deuil et ne pas permettre à ce que les gens, si ils ne voyagent pas à Finex, ils peuvent voyager ailleurs. L'entreprise ne va pas pour autant être en faillite parce qu'on a porté le deuil de manière sérieuse et les gens ont vu. Donc ce type d'attitude, moi, de nos autorités me désole un peu. Parce que cette proactivité est un des talons d'Achille de notre système. Voyez-vous, souvenez-vous, je suis obligé de faire le parallèle avec l'incident d'un Garbu. Il a fallu qu'il y ait un ramdam médiatique intense pour que 3 jours plus tard, qu'on ait la première réaction des autorités. Alors que l'événement s'est passé au Cameroun, où on est censé avoir des relais sur le terrain qui peuvent au moins constater, donner la première information et dire qu'ils reviendront plus tard avec des éléments précis. Les événements sont déroulés le 14 février, voilà. C'est le 17. Et 17. On a eu la première. Alors qu'on aurait pu au moins constater, dit qu'on reviendra plus tard avec les éléments, tant que l'enquête aboutisse. Donc je ne peux pas comprendre comment est-ce que le ministre, 5 jours plus tard, fait ce type de sortie. Et un discours tellement mou, léger, que je trouve ça un peu, je vais dire que je ne comprends pas cette mollesse. Souvenez-vous qu'il y a quelques mois ici, pour les incidents où il y a et aussi, je vais dire pas aussi gravissime, on allait jusqu'à interdire des voyages de nuit. Ici, dans certains agents de voyage, on a jusqu'à interdire des voyages de nuit. Il y a des agences qui ont été sévèrement sanctionnées pour moins que ça. Mais pour une histoire de 100 francs pour aller aux toilettes où quelqu'un est tabassé à mort, on sort d'un communiqué d'une mollesse pareille et qu'on applaudit ça, moi ça me pose un problème. On serait attendu à ce qu'il y ait une sanction vraiment forte et ça peut conforter ceux qui ont souvent estimé que dans cette entreprise de voyage, il y a quelques ramifications avec quelques autres autorités. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'on peut aussi timidement frapper ce type d'incident. On sera attendu à ce qu'il y ait une sortie musclée, qui soit forte, qui punit ce type d'attitude. Ça ne fait pas du tout sérieux et je ne vois pas comment on peut applaudir ce type de mollesse. Moi, ça me pose un problème. L'agence est scellée, non? Je vais dire que, je vous dis que le lendemain de l'incident, les bus ont continué à voyager. Oui. Dans un pays sérieux, ce n'est pas normal. Et que c'est 5 jours plus tard, comme il est sorti un communiqué aussi mou. Et si vous voulez qu'on applaudisse... Mou, c'est-à-dire quoi? Je vais dire comme le parce qu'il y a eu le débat sur la tout ce que le communiqué dit, le communiqué nous rappelle juste une disposition de 2004, que tout le monde sait, que personne n'a jamais appliqué. Ça, on le sait depuis. Donc, venez nous rappeler ça une semaine plus tard, sans qu'on nous dise clairement comment est-ce que l'agence va être au moins... on parle de mort d'homme. On s'en est au moins minimum à une sanction à la hauteur de la gravité de l'incident. Ça ne fait pas du tout sérieux. Voilà, on va donc revenir à l'essentiel. Je commence avec vous, une fois de plus, Maître Ndjoubissi. Pour vous, au regard de tout ce qui s'est dit là, administration, ELECAM, certains partis politiques, il y a forcément collusion. Donc la conséquence, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Oui, il n'y a pas de transparence électorale au Cameroun. La collusion est totale. C'est-à-dire que toutes les administrations avec ELECAM sont en collusion pour fausser le jeu électoral, pour modifier les résultats. Et nous devons travailler dans notre pays pour avoir un organe électoral véritablement indépendant. Parce que si nous avons un organe électoral véritablement indépendant, les administrations ne pourront pas l'influencer. Et à ce moment, nous pourrons avoir des élections libres et transparentes. Donc c'est pour ça qu'au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous travaillons et nous disons que pas d'élection sans qu'il y ait
réforme du système électoral. Quand nous parlons du système électoral, nous parlons du code électoral, nous parlons de la constitution dans ces aspects qui concernent les élections. Et surtout dans le code électoral, il y a l'indépendance de l'ECAM. Parce que dans la proposition de réforme que le président élu, le professeur Maurice Kamto, a formulée, on trouve que l'ECAM, dans sa composition, doit être revu. Parce que dans sa composition, il faut qu'il y ait des partis politiques, il faut qu'il y ait la société civile, il faut qu'il y ait l'administration, et le président du conseil électoral ne doit pas être nommé par le président de la République. Le décret du président de la République devrait intervenir pour constater seulement la constitution du conseil électoral. Et à ce moment, les membres du conseil électoral peuvent élire le président du conseil électoral. Okay. Et à son tour, le conseil électoral peut désigner un directeur général. Et à ce niveau, il y a un minimum d'indépendance. Et si nous avons cela, ni l'administration territoriale, ni l'administration de la justice ne pourraient plus influencer l'organe qui organise les élections, et ce sera bien pour notre pays. Signor Barista Achou, en première partie, Aristide Mono a dit que l'administration, c'est-à-dire la préfet, les sous-préfets, les membres même de l'ECAM, sont quelque part redevables de ceux qui les ont mis là. Donc voilà pourquoi forcément il y a ce type d'événement qu'on a décrit du côté de Bazou. Vraiment. Il y a toujours, ils disent qu'ils sont redevables, même si vous avez reconnu que ce n'est pas le RDPC qui leur demande de faire ci ou ça. Mais eux, dans leur foi intérieure, ils se disent que non. Il faut que les choses se passent comme ça. Je ne sais pas si vous êtes dans les non, on regarde les agissements. Il faut qu'on laisse, n'est-ce pas, les arguments des faibles. C'est les arguments de faibles. Oui. Il faut qu'on fasse comme si, n'est-ce pas, ces institutions, ils ne sont pas faits des Camerounais. Oui. C'est des Camerounais qui incarnent, qui émanent, qui sont là, qui gèrent ces institutions. Oui. Ils ont leur âme et conscience pour gérer quoi que ce soit dans ces pays. Mais les Camerounais qui ne sont pas impartiaux, même vous savez, et qui ne sont pas neutres. Mais nous sommes dans la démocratie. Je peux pas être dans votre tête, vous me décidez comme vous voulez. Mais il faut noter que cette institution, n'est-ce pas, est faite des Camerounais qui prennent des décisions en leur âme et conscience. Je vous dis que c'est un argument de faible que mon confrère vient de parler, de soulever, parce que il faut imaginer que nous sommes dans un pays, lors des élections, on doit avoir 22 000 PV. Il nous a parlé de 32. Que les 32 PV, n'est-ce pas, sont portés disparus. 32 PV peut influencer quoi? Non, Barista, il s'agissait de 50... Non, Barista... Le problème se pose, c'est que... Barista, il s'agissait de 58 PV. Sur 22 000. Attendez, c'est... Même si c'est... Non, même si c'est 1000 PV, ça change quoi? Sois honnête, c'est 32... Même si c'est 10 000 PV, ça change quoi? C'est 32 PV sur 58. Parce qu'il y a 58 départements. Et les circonscriptions, les commissions électorales, les commissions départementales, vous savez, c'est par département. Lors de chaque élection, il y a 58 départements. Lors de chaque élection, départements, il y a eu 32 PV qui n'étaient pas réguliers. C'est le PV des départements qui fait problème. Bien sûr. Avant d'arriver là, c'est les commissions doit avoir 22 000 PV entre ses mains. Non, pas 22 000 PV. Donc, même si vous voulez contester quoi que ce soit, vous devez avoir d'abord 22 000 PV. Non, tu sais bien qu'au niveau du Conseil, qu'au niveau du Conseil constitutionnel, vous voulez ou vous ne voulez pas. Au niveau de la Commission nationale de changement de vote, on n'a que des PV. Pour contester quoi que ce soit, voilà. Pour contester quoi que ce soit, il vous faut d'abord 22 000 PV. Tant que vous n'avez pas ces 22 000 PV, votre débat est faussé dès le départ. C'est ça le problème. Nous parlons de PV sur vous ne pouvez jamais accepter la vérité parce que vous n'êtes pas à mesure même de le mesurer et de constater. Au Cameroun, on a plus de 22 000 PV. Si vous ne pouvez pas être représenté dans le bureau de vote, vous avez seulement votre parti à blâmer parce que vous n'êtes pas représentatif un peu partout. C'est ça le problème. Ça, c'est l'argument des faibles. Vous n'avez pas la capacité, n'est-ce pas, de mettre les représentants dans 22 bureaux. Et lorsque les résultats viennent qui ne sont pas favorables à vous, vous prenez offense à l'administration, à la commission, à si l'État était neutre, si l'État était indépendant, on aurait besoin d'avoir des représentants dans les bureaux de vote. Pourquoi on n'aurait pas besoin? C'est la loi. On n'aurait pas besoin. C'est la loi. Votre président était membre du gouvernement. On n'aurait pas besoin. Ministre de la Justice. Si on avait un organe indépendant, on n'aurait pas besoin. Il a participé à la fabrication de ces lois. Il a participé.
Et maintenant que ça joue contre lui, peut-être parce qu'il n'a pas la capacité d'être représentatif partout au Cameroun, il veut se plaindre. C'est comme le chien qui vient, qui fait le sel dans la maison. Quand on le blâmer, il dit que c'est parce que j'étais attaché. C'est pas l'excuse. Si vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas avoir cette capacité d'être représentatif, il faut le laisser tomber. Donner au Camerounais un Je comprends pourquoi vous avez refusé. Indépendant. Je comprends pourquoi MRC a refusé. Vous n'aurez pas besoin d'aller aux élections. Parce qu'ils constatent qu'ils vont échouer dès le départ. Ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas représentés partout. Et c'est ça ce qui blesse. Vous devez être honnête pour dire, dans la démocratie, le Cameroun, n'est-ce pas, est un pays qui va vivre éternellement, ou bien dans un certain temps, plus de 1000 ans. Vous pensez que les choses doivent changer comme vous voulez maintenant, là? C'est un processus. Nous sommes dans la démocratie qui est un processus. Ça prend son temps. Vous ne pouvez pas dire que les choses qui sont passées dans les années 90 sont les mêmes aujourd'hui. Il y a une évolution. Et les choses doivent évoluer, vous voulez ou vous ne voulez pas. Mais c'est les absents qui ont toujours tort. Vous avez fait une erreur de ne pas aller aux élections. Il faut subir les conséquences de ça. Et vous devez vous taisez-vous et restez dans votre petit coin. Il faut venir pétuer le Camerounais pour s'aimer la haine, la désannée entre nous. Parce que c'est que vous ne savez pas. Ce qui s'est passé à Filex, c'est la conséquence de cette haine que vous êtes en train de s'aimer, n'est-ce pas, dans la République. Vous êtes en train de faire de telle sorte que les Camerounais n'arrivent pas à se voir face à face pour parler. Vous voulez prendre le pouvoir par les insurrections. Vous dites insurrection. Quand ça ne marche pas, vous parlez de gré à gré. Quand ça ne marche pas, tout ça, c'est pour s'aimer la haine entre nous. Alors que nous sommes les Camerounais, on ne veut pas, on doit vivre ensemble. Non, le problème de Cameroun depuis 38 ans, c'est Camto. Vous ne voyez pas Paul Biya vous parler de Camto depuis 38 ans. Oui, vous n'avez toujours pas compris. Merci. Lorsque vous ne comprenez jamais, merci. Guy Avefonga, on sort de l'émission. Rapidement, Guy Avefonga, on sort de l'émission. Je voudrais rapidement dire que c'est un secret de polichinelle qui dit que notre administration, il est comme aujourd'hui, entretient des rapports incestueux. Ils doivent collaborer. Ils entretiennent des rapports incestueux. Ils doivent collaborer. C'est obligatoire. C'est la loi. Ils vont mieux que collaborer. Ils entretiennent des rapports incestueux. C'est connu de tous. Je vais quand même relever. C'est connu de tous, des rapports incestueux. Et il y a quand même des incongruités qu'il faut relever dans le système électoral. Quel est ce pays? Vous êtes censé connaître là où ça se blesse alors. Non, quel est ce pays? Ça, c'est le drame du Cameroun. Vous connaissez là où c'est mauvais. Dites que telle personne a fait ceci, vous ne pouvez pas. Quel est ce pays où on peut aller? Quel est ce pays où on peut aller en prison à 18 ans et à 18 ans on ne peut pas voter? Vous trouvez que c'est logique? C'est cette façon de procéder. Non. Et puis voilà, MRC qui devait aller à l'Assemblée pour changer ça. Quel est ce pays où on peut aller en prison? Ils ont décidé d'aller à l'Assemblée. Mais on ne peut pas voter à 18 ans. Je trouve que ce n'est pas normal. Il y a des élections législatives qui ont refusé. Je voulais finir pour dire qu'il y a quand même des choses basiques, si on est très fort, qu'on aurait pu accepter, qui ont été revendiquées par d'autres partis d'opposition il y a dizaines d'années, comme une élection à 2 tours, un bulletin unique qu'on revendique depuis des années, mais que le parti État refuse d'admettre. Si on est si puissant que ça, pourquoi est-ce qu'on ne va pas d'élection à 2 tours? Les absents ont tort tout le temps. On a demandé de faire ça depuis les absents ont merci. tort. Aristide Mono, rapidement, on sort de l'émission. Je pense que pour sortir en fait de cette affaire, il faut déjà une certaine introspection des différents acteurs de la scène politique, parce qu'il faut comprendre qu'au-delà des enjeux, il y a le jeu, et on doit rester dans la sportisation du jeu politique et électoral au Cameroun. Donc, c'est-à-dire que les uns et les autres doivent penser au futur. Donc, c'est-à-dire quel Cameroun nous devons laisser à nos enfants. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans la casse de la baraque totale, c'est-à-dire chacun vit son temps et puis on s'en fout du lendemain. Or, il faut penser, aujourd'hui on parle de la haine ou alors de la radicalisation de la scène. Cette radicalisation, je pense que les différents acteurs qui ont milité jusque-là doivent être comptables de cette situation et se remettre en cause. Parce qu'en fait, quel qu'en soit ce qui va arriver, le président de la République va nommer des Camerounais. Maintenant, il faut que ces Camerounais se démarquent, donc c'est-à-dire ce que le professeur Rondo appelle généralement le devoir d'ingratitude vis-à-vis de celui qui les nomme. Voilà. Or, il n'y a pas toujours ce devoir d'ingratitude. Et il y a également qu'à un moment donné, les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités, surtout ceux de gauche. Il faut qu'ils aillent un peu dans le fond. Lorsqu'on a affaire à un système dur, un système un peu rude comme celui du RDPC,
il faut se rassurer qu'on a des ressources nécessaires. On parle par exemple du MRC sur ce plateau. Quel est le taux de représentativité territoriale du MRC? Il faut également quelles sont des ressources mobilisées par le MRC pour rivaliser le RDPC. Donc il y a en fait tous ces éléments qui doivent être réunis et cela passe par une introspection. Parce que du côté du RDPC, personne ne veut reconnaître sa faute. Du côté de l'opposition, personne ne veut reconnaître sa défaillance. On estime tout simplement qu'on est dans un système manichéen où il y a des bons d'un côté et des mauvais de l'autre côté. Merci Aristide Mono. Merci Maître Fidèle Dumissi. Je vous en prie. Thank you, Senior Barrister, for coming. I like what you said. Merci Guillermo Fongan. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. On se retrouve demain pour la dernière. Bonsoir, Fidakat, Parakono.